J'allais les sauver, mais ensuite j'ai entendu ce qu'ils disaient. Mon pouce planait au-dessus du bouton rouge envoyé. 9 heures du soir, et j'étais assise dans mon Ford F250, le moteur au ralenti, les phares éteints, invisible dans l'ombre du domaine Miller. À travers le pare-brise, je pouvais les voir sur le balcon, Preston et Geneviève, mes parents, leur flûte de champagne captant la lumière, leur rire flottant à travers la pelouse manucurée que je tondais gratuitement autrefois. L'écran du téléphone brillait, projet Racine de chêne, exécutait l'expulsion. Mon autre main agrippait le volant si fort que mes jointures étaient devenues blanches. Le camion sentait le terreau et le diesel. De la boue séchée maculait les tapis de sol. Mes bottes laissaient des empreintes sur les pédales. J'allais vous sauver, ai-je murmuré au pare-brise. Mais ensuite, j'ai entendu ce que vous avez dit. 12 heures plus tôt, je taillais un érable japonais lorsque Geneviève a appelé. Pas de bonjour, pas de comment vas-tu, de Lila, juste sa voix, tranchante comme un sécateur. J'ai besoin que tu apportes le bonsaï de genévrier ce soir. J'avais interrompu ma coupe, le téléphone coincé entre mon épaule et mon oreille. La serre était humide, ses parois de verre embuées par la condensation. Mes mains étaient encore tachées de terre, après avoir rempoté des succulentes ce matin-là. Le gala, c'est ce soir ? Avais-je dit. Évidemment. 40 ans de la galerie d'art Miller, nous attendons des investisseurs. Une pause, puis le ton a changé pour quelque chose que je ne connaissais que trop bien. Condescendant. Patient. Comme si elle expliquait l'arithmétique à un enfant lent. Tu nous dois bien ça, de Lila. Après tout. Après tout. Les mots se sont logés dans ma poitrine comme des pierres. J'avais alors regardé le bonsaï. 5 années de culture minutieuse. Un gagnant de concours. Évalué à 8 000 €. Les branches étaient tordues juste comme il fallait, chaque aiguille placée par la nature et ma patience. Il trônait sur la table de présentation, dans une parfaite lumière d'après-midi, ses racines ancrées dans un sol que j'avais moi-même mélangé. Il n'est pas vraiment approprié pour un centre de table, avais-je dit. Il a besoin de conditions spécifiques. Ne sois pas difficile. La voix de Geneviève s'était durcie. Nous sommes à court de liquidité en ce moment, et nous devons impressionner les Vanderbilt. Apporte l'arbre. 6 heures. Elle avait raccroché avant que je puisse répondre. J'aurais dû dire non. J'aurais dû rire et retourner au travail. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis resté là, dans ma serre, entouré de 200 plantes que j'avais fait pousser à partir de graines et de boutures. Propriétaire d'une entreprise qui avait réalisé un chiffre d'affaires à 6 chiffres l'année dernière. Et je me suis senti de nouveau avoir 14 ans. 14 ans. Quand j'avais renoncé à la bourse d'art pour que Méric puisse aller en école privée. Quand Preston m'avait tapoté l'épaule et dit « c'est ma fille ». La famille d'abord. Je n'ai jamais eu d'autre bourse. Méric a obtenu son diplôme d'architecte. Le schéma ? Je suis toujours celle qui aide, jamais celle qui est aidée. Mais peut-être que cette fois, ce serait différent. Peut-être que si j'apportais le bonsaï, si je me présentais et contribuais avec quelque chose de valeur, ils me verraient enfin. Me verraient vraiment. Peut-être que cette fois, ils me verront, avais-je murmuré à la serre vide. Puis, j'avais enveloppé le bonsaï dans un tissu de protection et l'avais chargé à l'arrière du camion. À 18h15, j'arrivais au domaine Miller. Pas par l'entrée principale, avec son allée circulaire et sa fontaine. L'entrée de service. À l'arrière, là où les traiteurs se garent. Méric attendait là, adossé au mur de briques, avec des chaussures de créateur qui coûtaient probablement plus cher que mon assurance mensuelle. Il m'a regardé me garer, puis s'est approché et a donné un coup de pied dans la terre sur mon pneu avant, avec la pointe de son cuir italien. « Reste hors de vue ce soir », a-t-il dit. Les adultes font des affaires. J'ai 27 ans. Il en a 30. Mais dans ses yeux, je l'avais vu clairement, je n'étais pas une adulte. J'étais le personnel. J'avais ravalé ma réponse et commencé à décharger le bonsaï. 20 kilos d'arbres et de pots en céramique. Je les portais seul, pendant que Méric regardait, les mains dans les poches. En manœuvrant le camion, j'avais jeté un coup d'œil vers l'entrée principale. Les Vanderbilt arrivaient en avance, sortant d'une Mercedes noire. La vieille fortune reconnaît l'argent désespéré. Je l'avais vu dans la façon dont ils se chuchotaient,
Le subtil haussement de sourcils alors que Preston les accueillait trop bruyamment, riant trop fort. Son smoking était beau, mais j'avais remarqué que les poignets étaient légèrement effilochés. La réputation de la famille se fissurait déjà, Preston ne le voyait tout simplement pas. Geneviève est apparue à la porte de service alors que je montais les marches avec le bonsaï. Elle n'a pas proposé son aide, n'a même pas tenu la porte. « Tu es en retard », a-t-elle dit. « Et n'aurais-tu pas pu porter quelque chose de présentable ?» J'ai baissé les yeux sur mon jean de travail, ma chemise en flanelle. Je venais directement d'un chantier, mes mains sentant encore le paillis. Un instant, j'ai presque vacillé. J'ai presque envisagé de rentrer chez moi pour me changer, pour mettre quelque chose qu'elle approuverait. Puis je me suis ressaisi. Je livre un arbre, mère. Je n'assiste pas à votre fête. Son visage s'est crispé, ses lèvres se pinçant en une fine ligne. Mais je ne me suis pas excusé, je ne suis pas retombé dans le vieux schéma de vouloir plaire à tout le monde. Une petite victoire. Preston est apparu dans l'embrasure de la porte, derrière elle. Il a regardé au-delà de moi, ses yeux se posant directement sur le bonsaï, comme si j'étais invisible. « Ça ira » a-t-il dit en inspectant les branches. Les Vanderbilt apprécient l'esthétique orientale. Pas de merci. Aucune reconnaissance du fait que je venais de leur offrir gratuitement un centre de table à 8 000 €. Méric nous a suivis à l'intérieur, avec un sourire narquois. Au moins, elle est utile à quelque chose. Mes mains tremblaient en posant l'arbre sur la table du hall principal. La prise de conscience a été nette et tranchante, ma famille prend. Il ne donne jamais. Maintenant, assise dans mon camion dans l'obscurité, j'ai regardé de nouveau cet écran de téléphone, mon pouce planant toujours. À travers le pare-brise, Preston a levé son verre. Geneviève a ri à quelque chose qu'un invité a dit. Ils n'ont aucune idée que je suis là. Aucune idée de ce qui s'apprête à arriver. J'appuie sur envoyer. Un autre souvenir me revient. 18h45, je positionne le bonsaï sur la table du hall principal, ajustant l'angle pour que le tronc torsadé fasse face à l'entrée. Mes doigts effleurent la branche la plus basse, vérifiant le niveau d'humidité par habitude. Le pot en céramique laisse un cercle de condensation sur l'acajou poli. C'est à ce moment-là que je les entends. La voix de Preston parvient de la salle de visionnage privée. La porte est entr'ouverte. Un sifflement aigu de micro coupe l'air, puis se calme. Il teste le système de sonorisation. Diapositive 14. Parfait. Je me fige, les mains touchant encore la branche. Le bois est lisse sous mes doigts, l'écorce usée et douce après 5 années de formation minutieuse. La voix de Méric répond, amplifiée par les haut-parleurs. Les visuels racontent l'histoire dont nous avons besoin. Quelque chose dans son ton me fait me redresser. Je devrais continuer à travailler. Je devrais finir d'arranger l'arbre et partir par l'entrée de service comme prévu. Au lieu de cela, je me rapproche. Le miroir du couloir capte mon reflet alors que j'approche, chemise en flanelle, jean avec des taches de boue aux genoux, cheveux attachés en une queue de cheval pratique. Je ressemble exactement à ce que je suis, quelqu'un qui travaille avec ses mains. Le diaporama clique. Une fois. 2 fois. Par la fente de la porte, je vois l'écran de projection, brillant dans la pénombre. Méric se tient là, dans un costume sur mesure, tenant une sorte de récompense en cristal. La légende de la photo indique, le visionnaire, Méric Miller reçoit le prix d'excellence en architecture. Clique, la diapositive suivante se charge. C'est moi. Je suis couverte de vases, de la boue striant mon visage, agenouillée près d'un bassin de rétention, en train de rire de quelque chose hors champ. Mes vêtements de travail sont sales. Mes cheveux s'échappent de mon élastique. J'ai l'air heureuse, complètement naturelle. Je me souviens de quand cette photo a été prise. Le printemps dernier. L'étang de la cour des Henderson était bouché, et j'avais passé 3 heures, les bras plongés jusqu'au coude dans les algues et la vase. Madame Henderson avait ri de quelque chose que j'avais dit et avait pris la photo. Elle avait dit que j'avais l'air de m'éclater. La voix de Preston brise le silence. C'est sa voix de présentation, répétée, polie, le ton qu'il utilise quand il est sur le point de conclure une affaire. Nous dirons aux investisseurs, voilà pourquoi nous ne laissons pas les enfants jouer dans la terre. Une pause pour les faits. Ça prouve que nous avons des standards. Méric rit. Le son résonne sur les murs de la salle. Devrions-nous mentionner qu'elle fait payer les gens pour ça?
Ils s'amusent vraiment maintenant. De l'argent réel pour un travail manuel. Ils rient tous les deux, s'entraînant, trouvant le bon rythme pour que la blague fasse mouche lorsque les investisseurs regarderont. Mon souffle se coupe. La branche du bonsaï glisse de mes doigts. Preston continue. Le contraste est essentiel. Le raffinement de Merrick, contre. Une autre pause calculée. Quoi que Delilah fasse de sa vie. Les mots flottent dans l'air. Clinique. Précis. Ce n'est pas de la moquerie rageuse. C'est de la stratégie. Elle est notre contre-exemple, dit Merrick. La preuve visuelle que la famille Miller a des standards. Que nous reconnaissons la qualité. Les Vanderbilt apprécieront, ajoute Preston. Ils verront que nous ne sommes pas sentimentaux à propos de l'échec. Ma main trouve le mur. Le plâtre est frais, solide. J'ai besoin de quelque chose de stable, car la pièce semble basculer. Il ne s'agit pas de me prouver quoi que ce soit. Il ne s'agit même pas vraiment de moi. Je suis un accessoire. Une comparaison avant-après, la photographie qui met Merrick en valeur par contraste. La photo sera vue par chaque investisseur dans cette salle, par les Vanderbilt, par tout le cercle d'élite de Newport. Ils riront tous de la fille couverte de boue qui pense qu'elle vaut quelque chose. Je surprends à nouveau mon reflet dans le miroir. Même chemise en flanelle. Même jean de travail. Mais la femme qui me regarde est différente de celle qui est entrée dans ce bâtiment il y a 1 heure. Quelque chose se cristallise. Net, clair, et absolument certain. Je ne veux plus de leur approbation. La prise de conscience ne vient pas avec de la colère. Pas encore. Juste une compréhension froide et parfaite. Ce soir, je ne suis pas leur fille. Je suis leur support visuel. Mes mains sont stables alors que je retourne dans le hall. Le bonsaï est sur la table, exactement là où je l'ai laissé. 8 000 € de culture patiente. 5 années de travail minutieux. Je le soulève. 20 kilos de céramique, de terre et de bois vivant. Le poids s'installe, familier, dans mes bras. Personne ne me voit traverser le couloir de service. Les traiteurs sont occupés en cuisine. Les fleuristes arrangent les centres de table dans les pièces latérales. Je pousse la porte de service avec mon épaule. Une employée du traiteur lève les yeux de sa camionnette. Elle est jeune, peut-être 20 ans. Ses yeux se posent sur mon visage, puis sur le bonsaï. Mademoiselle Miller, tout va bien? Ma voix sort, égale. Mesurée. Le centre de table ne conviendra pas, finalement. Elle voit quelque chose dans mon expression, ne pose pas de questions, hoche simplement la tête et retourne décharger des flûtes de champagne. Un petit moment, mais il compte. La décence humaine contre la cruauté familiale. La différence est frappante. L'arrière du camion est exactement là où je l'ai laissé. J'installe le bonsaï avec soin, enroule la couverture de protection autour du pot. Mes mains connaissent cette routine. J'ai transporté cet arbre des dizaines de fois. Le moteur démarre au premier essai. À travers le pare-brise, je peux voir les fenêtres du hall principal. La table de présentation est maintenant vide, juste un cercle de condensation d'eau là où l'arbre se trouvait. L'horloge du tableau de bord indique 19h15. Les invités arrivent dans 45 minutes. Mon téléphone vibre. Le nom de Geneviève illumine l'écran. Je le mets en silencieux. Les larmes viennent alors que je m'engage sur Ocean Avenue. Mes mains tremblent sur le volant, l'adrénaline se déversant dans mon système maintenant que je suis seul. Mais sous les larmes, autre chose se forme. Quelque chose de plus dur que le chagrin. De plus froid que la colère. Je n'ai pas seulement repris un arbre. Je me suis reprise, moi-même. À 19h45, j'arrivais sur le parking en gravier de Verdun Horizon. La serre commerciale brillait d'une lueur ambrée dans le crépuscule, les lumières intérieures se reflétant sur les panneaux de verre. Mes mains tremblaient encore sur le volant. Le moteur du F250 cliquetait en refroidissant. Je suis resté là, à fixer le bâtiment que j'avais bâti de rien, 2 acres de verre et d'acier, 3 employés à temps plein. Le chiffre d'affaires de l'année dernière, 847 000 €. Rien de tout cela n'avait d'importance en ce moment. À travers le pare-brise, j'ai vu du mouvement. Hank et Sarah étaient encore là, travaillant tard sur l'installation du domaine Pemberton. Hank chargeait des pierres de rivière à l'arrière du camion de l'entreprise.
Sarah enroulait un tuyau d'irrigation. Ils ont repéré mon camion. Tous deux se sont arrêtés net. Hank s'est approché le premier, ses gants de travail encore enfilés, l'inquiétude plissant déjà son visage buriné. Il a 62 ans, il est avec moi depuis le début. Patronne, que s'est-il passé? J'ai essayé de répondre. Ma bouche s'est ouverte. Rien n'est sorti. Sarah est apparue à la fenêtre du passager avec une bouteille d'eau. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a juste ouvert la porte et me l'a tendue. Elle est plus jeune que Hank, peut-être 45 ans, mais elle a la même présence stable. Le genre de personne qui sait quand parler et quand simplement être là. J'ai pris l'eau. Ma voix a enfin fonctionné. Ils allaient m'utiliser, dans un diaporama, pour se moquer de moi devant des investisseurs. Les mots sonnaient fins, inadéquats. Ils ne capturaient pas la répétition, la voix de Preston dégoulinant d'un humour étudié, le rire de Merrick. La mâchoire de Hank s'est crispée. La main de Sarah a trouvé mon épaule, chaude à travers ma chemise en flanelle. Entre, a dit Sarah. Je les ai suivis dans la serre. L'air sentait la tourbe et la croissance verte. Des rangées de semis dans leur plateau, chacun étiqueté de ma main. C'était réel. C'était à moi. Pas la galerie d'Armiller, avec son prestige d'emprunt et ses dettes impayées. Nous avons marché jusqu'à la zone de l'établi. Je me suis appuyé contre la table de rempotage, tenant toujours la bouteille d'eau. J'ai demandé à Silas de venir, ai-je dit, si les choses tournaient mal ce soir. Bien, a dit Hank. Il a tiré un tabouret de travail, me faisant signe de m'asseoir. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas m'asseoir. Trop d'adrénaline. Alors Hank a fait quelque chose d'inattendu. Il s'est agenouillé devant moi et a commencé à délacer mes bottes. Tu n'es pas obligé de, ai-je commencé. Il a sorti un chiffon de sa poche arrière et a essuyé la boue épaisse du cuir. Il ne les a pas rendues neuves, il a juste enlevé la saleté. Table rase, patronne. Ou presque. Les mots ont touché quelque chose de profond. Preston ne nettoyait jamais rien, ne s'agenouillait pour personne, ne montrait jamais d'attention par des actes. La main de Sarah est restée sur mon épaule. Ils attendaient tous les deux, sans exiger d'explication, sans me presser, juste présents. La porte de la serre s'est ouverte. Silas Thorne est entré, portant son portefeuille en cuir, toujours dans son costume, sorti de je ne sais quel tribunal plus tôt. Il a 53 ans, mon avocat d'affaires depuis 4 ans maintenant. Un esprit vif, des instincts plus vifs encore. De lilas. Il a posé le portefeuille sur l'établi. Parle-moi. Alors je l'ai fait. Tout est sorti, la demande de Geneviève pour le bonsaï, la répétition du diaporama, Preston et Merrick riant à l'idée d'utiliser ma photo comme un contre-exemple, la table de centre de table vide que j'avais laissée derrière moi. Silas a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, il a ouvert le portefeuille et a étalé des documents sur l'établi. Oakroot Holdings, LLC, a-t-il dit. Sarah s'est penchée plus près, étudiant les papiers. Qu'est-ce que le projet Racine de Chêne? Silas m'a jeté un regard. J'ai hoché la tête. Il y a 6 mois, a-t-il expliqué, la banque de Preston a menacé de saisir le domaine Miller. La propriété était surendettée. Delilah a racheté la dette en difficulté par le biais d'une société écran que j'ai créée. Hank a sifflé doucement. Vous possédez leur dette? 125 000 € de loyers impayés, ai-je dit. Ma voix sonnait creuse. Je suis leur propriétaire. Ils ne l'ont jamais su. La main de Sarah s'est resserrée sur mon épaule. Pas de jugement. Du soutien. Tu les sauvais, a dit Silas doucement. Je pensais que si je me montrais assez brillante. Je me suis arrêté. La phrase n'avait pas besoin d'être terminée. Il n'allait jamais te voir, Delilah. La voix de Silas était douce mais ferme. Je te le dis depuis des mois. La vérité a atterri comme un poids physique. Il avait raison. Il avait eu raison. Je n'étais juste pas prête à l'entendre. Mon téléphone a vibré. Geneviève. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois. Puis j'ai répondu et j'ai mis le haut-parleur. Où est l'arbre? Sa voix était assez stridente pour faire grimacer Sarah. Les invités posent des questions. Je l'ai ramené à la maison, mère. Silence. Puis l'explosion.
Espèce d'égoïste, d'ingrate. Les insultes ont fusé. Déchet. Honte. Échec. Des mots qu'elle avait probablement pensés depuis des années, enfin libérés. Hank et Sarah se tenaient parfaitement immobiles, témoins. Tu as tout gâché, a craché Geneviève. Ne prends même pas la peine de revenir. Elle a raccroché. La serre est devenue silencieuse, à l'exception du bourdonnement du système de ventilation. Silas a ouvert son ordinateur portable. Je peux envoyer l'avis d'expulsion par email, tout de suite. Son curseur planait sur envoyer. J'ai fixé l'écran. Le document juridique était déjà préparé, formaté professionnellement, juridiquement irréprochable, 6 mois de planification réduit à un clic de souris. Puis j'ai secoué la tête. Un email, c'est trop facile. Silas a levé les yeux. Ils veulent m'humilier publiquement? Ma voix s'est durcie. J'ai besoin de les regarder dans les yeux quand je reprendrai tout. Sarah a parlé la première. De quoi as-tu besoin de nous? Dis le mot, patronne. Hank se tenait déjà plus droit. Silas pensait déjà tactiquement. Le gala se termine à 11 heures. Qu'est-ce que tu prévois? Un huissier de justice, j'ai croisé son regard. Peux-tu en trouver un? Il a souri. A vraiment souri. Je connais exactement la bonne personne. Le changement dans la pièce était palpable. Nous ne pleurions plus. Nous élaborions une stratégie. Je me suis redressé, j'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main, et j'ai regardé les trois. Mon avocat. Mon contremaître. Ma contremaîtresse. C'est ma vraie famille. Pas les gens qui partagent mon sang mais jamais mes fardeaux. Ils me voulaient invisible, ai-je dit. Ils vont me voir très clairement. Sarah s'est dirigée vers le placard du bureau et en a sorti une simple robe noire, encore sous plastique du pressing. Tu as laissé ça ici le mois dernier, après le dîner de la chambre de commerce. Je l'ai prise, je me suis changé là, dans la serre, sans me soucier de la pudeur. Sarah et Hank se sont détournés par habitude, mais Silas a continué à travailler sur son ordinateur, informant déjà quelqu'un au téléphone. La robe m'allait, longueur genou, professionnelle, sans rien de spécial. Puis j'ai remis mes bottes sous l'ourlet. Silas a terminé son appel. L'huissier se fera passer pour un invité arrivé en retard. L'avis d'expulsion est prêt. Je pense le faire pendant le discours principal. Impact maximum, ai-je dit. C'est de la pensée stratégique, ça, patronne, a souri Hank. J'ai appris des meilleurs, j'ai regardé Silas. Simplement pas deux. À 20h40, je remontais dans le F250. La robe semblait étrange sur mes vêtements de travail. Les bottes semblaient justes. L'écran de mon téléphone brillait, projet racine de chaîne, exécuter l'expulsion. À travers le quartier commercial, je pouvais juste apercevoir le domaine Miller sur la colline, le balcon où Preston et Geneviève se tenaient probablement en ce moment, les flûtes de champagne levées, convaincus d'avoir gagné. Le bras de Preston était probablement autour de ses épaules. Il riait. Il me croyait brisé. J'allais vous sauver, ai-je murmuré au pare-brise. Mais ensuite, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mon pouce planait sur envoyer. Je l'ai pressé. L'écran a confirmé, huissier de justice dépêché. Heure d'arrivée estimée, 21h45. J'ai démarré le moteur. Le diesel a vrombi, familier et puissant. Je ne retournais pas en victime. Je retournais en prédateur, à l'affût. 21h20, je franchis l'entrée principale de la galerie d'art Miller pour la première fois de ma vie. La robe noire que Sarah avait sortie du placard du bureau allait assez bien, m'arrivant aux genoux, simple et sévère. Mais sous l'ourlet, à chaque pas sur le sol en marbre, mes lourdes bottes de travail claquaient doucement. Plus d'empreintes de boue que s'en était occupé mais le cuir usé semblait violent contre les sols polis, anciens et balafrés au milieu d'une mer de cuir verni et de soie. Personne ne le remarque encore. Ils sont tous trop occupés à faire semblant de ne pas regarder la table du centre de table. Quelqu'un a placé un vase en cristal générique, rempli de roses blanches achetées en magasin, au centre. Il a l'air petit, pathétique même, face à la grandeur de la salle. Un remplaçant désespéré. Le cercle d'eau laissé par l'imposant pot du bonsaï est encore faiblement visible sur l'acajou, si l'on regarde au-delà du chemin de table en tissu. La salle est bondée. Des investisseurs en costume sombre s'attroupent près du bar.
Les Vanderbilt occupent la table du coin, leur posture rayonnant ce genre de jugement que seule la vieille fortune peut se permettre. L'élite de Newport est dispersée partout, les flûtes de champagne captant la lumière des lustres. Geneviève me repère la première. Son visage fait quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant, il se contracte, se tord de choc en une rage pure, puis se lisse en un masque si rapidement que je doute presque de l'avoir vu. Elle traverse la pièce en 4 secondes, ses talons claquant comme des coups de feu. Comment oses-tu montrer ton visage? Sa voix est basse, venimeuse, assez proche pour que je sente son parfum, cher et écœurant. Je la regarde dans les yeux. Je suis une Miller. C'est un événement Miller. Sa main se serre sur mon bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour me faire un bleu. Tu nous as embarrassés. Ce centre de table nous a coûté en crédibilité. Je ne me dégage pas, ne tressaille pas vraiment. Ou vous êtes-vous embarrassé vous-même? De l'autre côté de la pièce, je surprends la matriarche Vanderbilt qui nous observe. Son expression est illisible, mais elle est attentive. Ils le sont tous maintenant. La prise de Geneviève se resserre. Puis Preston me voit. Il s'immobilise, sa flûte de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Ses yeux trouvent Merrick au pupitre, et quelque chose passe entre eux, un accord silencieux qui me fait me redresser. Preston se dirige vers Merrick d'un pas rapide et pressé. Ils se penchent l'un vers l'autre, chuchotant. Merrick me jette un regard, et son sourire est tout tendant. Ils n'attendent plus le discours principal. Je le vois dans la façon dont Merrick fait signe au technicien audiovisuel, dans la façon dont la mâchoire de Preston se crispe de détermination. Ils avancent le programme. Ils veulent me punir maintenant, veulent écraser ce qui m'a ramené ici avant que je ne puisse parler, avant que je ne puisse expliquer l'absence du centre de table. Ils ont besoin de moi brisé, devant ces investisseurs. Merrick s'approche du micro. Le Larsen siffle une fois, et la salle s'installe dans un silence attentif. Avant de commencer nos remarques officielles, dit-il, la voix lisse et exercée, j'aimerais partager quelque chose avec vous tous. Les lumières baissent. L'écran massif derrière le pupitre s'illumine, blanc et en attente. Mon cœur bat régulièrement. Je m'attendais à cela depuis que je les avais entendus répéter plus tôt, depuis que j'avais compris exactement ce qu'ils pensaient de moi. La photographie de Merrick apparaît en premier, lui, en costume sur mesure, acceptant un prix d'architecture, l'air en tout point du visionnaire qu'ils veulent qu'il soit. Des applaudissements polis parcourent la foule. Puis ma photo remplace la sienne. Je suis couverte de vases, agenouillée dans un sol humide, riant de quelque chose que Hank a dit hors champ. Mes cheveux sont plaqués sur mon front. Mes mains sont noires de terre. La joie sur mon visage est sans phare, authentique, complètement inconsciente d'être photographiée. La salle ondule de rire gêné, pas encore cruel, mais incertain, attendant le contexte. Merrick se penche vers le micro. Certains d'entre nous construisent des héritages. Il fait une pause pour l'effet, désigne la photo de son prix. D'autres ne font que creuser des trous. Le rire s'amplifie, plus confiant maintenant qu'ils ont compris la blague. Preston monte à côté de Merrick, prenant le micro. Voilà ce qui arrive quand on rejette l'éducation. Je suis au centre de la pièce. Le projecteur me trouve, d'une manière ou d'une autre, probablement l'œuvre de Merrick. Tous les visages se tournent vers moi, et je sens le poids de leur jugement, comme une pression physique. C'est le moment qu'ils préparaient, une exposition complète, une humiliation totale. Je baisse lentement la tête, je laisse mes épaules s'affaisser, je joins mes mains devant moi, mes doigts s'entremêlant comme si j'essayais de me contenir. Pour Preston, pour Geneviève qui observe sur le côté, pour Merrick au pupitre, j'ai exactement l'apparence qu'ils ont besoin que j'ai, brisé, vaincu, me rappelant ma place. Preston et Geneviève échangent des regards à travers la pièce. Le triomphe brille dans leurs yeux, vifs et affamés. Merrick sourit d'un air suffisant depuis le pupitre, se penchant en arrière comme s'il avait déjà gagné. Au bar, je les surprends du coin de l'œil. Preston prend son champagne, et Geneviève le rejoint. Il trinque avec le son délicat du cristal sur le cristal. Preston se penche vers elle, son murmure portant juste assez loin pour que je l'entende. Elle avait besoin de se souvenir de sa place. Geneviève sirote, son rouge à lèvres laissant une marque sur le bord. Peut-être que maintenant, elle appréciera ce à quoi ressemble le vrai succès. Ils sont ivres de cela, du pouvoir perçu, de la certitude de m'avoir remise dans la boîte où j'appartiens. Leur garde est complètement baissée.
Près de la table des Vanderbilt, une femme plus âgée, en perles, fronce les sourcils devant l'écran. Elle se penche vers son compagnon, chuchotant de manière audible, cela semble inutilement cruel. Le visage de la matriarche Vanderbilt est de pierre. Pas de sourire. Pas d'approbation. Juste cette neutralité prudente qui en dit long si l'on sait la lire. Mais Preston ne le remarque pas. Il est trop concentré sur moi, sur ma tête baissée et mes épaules affaissées. Son arrogance l'aveugle sur la façon dont l'humeur de la salle change, sur le malaise subtil qui se propage dans la foule. Je garde la tête basse, je continue de jouer le rôle. Puis je vérifie ma montre, 21h43. Je lève lentement le regard, balayant la pièce jusqu'à ce que je trouve Silas près de l'entrée. Il est habillé comme n'importe quel autre invité, son costume sombre se fondant parfaitement. Nos regards se croisent à travers l'espace bondé. Je lui fais le plus petit des hochements de tête, à peine un mouvement. Il me le rend et s'écarte de la porte. La porte s'ouvre derrière lui. Un homme en costume sombre entre, se déplaçant avec détermination. Il ne regarde pas autour de lui, n'hésite pas. Il avance simplement comme s'il savait exactement où il va. Je laisse mon expression se figer, je laisse quelque chose de froid et de final passer derrière mes yeux. Preston se retourne vers le pupitre, inconscient. Il prend le micro de Merrick, souriant à la foule avec une confiance totale. Maintenant, à propos de notre opportunité d'investissement, commence-t-il. L'homme en costume sombre continue de marcher vers la scène. Mes bottes éraflées restent plantées sur le sol en marbre, et je ne bouge pas. Preston se tient au pupitre comme un roi contemplant son royaume. Les lumières de la scène captent le fil argenté de sa veste de smoking, et il arbore ce sourire étudié que j'ai vu 1000 fois, celui qui dit qu'il a déjà gagné. La famille Miller, commence-t-il, la voix aussi douce qu'un vieux whisky, représente 3 générations de goût raffiné. J'étais toujours debout, au centre de la pièce où le diaporama m'avait laissé, la tête baissée, les épaules affaissées, jouant la défaite. Mais je regardais la porte. Un homme en costume sombre est entré. Il se déplaçait avec détermination, pas avec la dérive nonchalante d'un invité en retard. Le tissu de sa veste était de qualité mais sans rien de remarquable. Il aurait pu être n'importe qui. Merrick l'a remarqué le premier. J'ai vu le froncement de sourcils de mon frère de l'autre côté de la pièce, la légère inclinaison de sa tête. Il ne reconnaissait pas l'homme. Ni Preston, qui parlait encore d'héritage, de vision et de tous les mots vides qui avaient bâti leur empire creux. L'huissier de justice a descendu l'allée centrale. Ses chaussures étaient silencieuses sur le sol poli. Son costume sombre se fondait avec celui des autres invités, mais sa trajectoire était sans équivoque, droit vers la scène. Preston s'est arrêté au milieu de sa phrase, a levé les yeux, agacé. Il s'est penché vers le micro. « Excusez-moi, c'est un événement privé. » L'huissier n'a pas arrêté, n'a pas accusé réception des mots, a juste continué à marcher, régulier comme un métronome. L'irritation de Preston a percé dans sa voix. « Monsieur, vous devez partir. » La pièce est devenue silencieuse, les conversations s'éteignant comme des flammes de bougies dans le vent, tout le monde se tournant pour regarder. L'huissier a atteint les marches de la scène, les a montées une par une. Le visage de Preston est devenu rouge, sa voix aiguë maintenant, amplifiée par ses haut-parleurs JBL montés dans les coins. Foutez le camp de ma scène, espèce de pecno. Des halètements ont parcouru la foule. J'ai vu les Vanderbilt échanger des regards, les sourcils haussés. C'était là, le désespoir, la fissure dans le vernis. Mais Preston ne l'a pas remarqué. Il était trop concentré sur cette menace perçue à son autorité. Savez-vous qui je suis? C'est ma galerie, mon événement. Le micro a capté chaque mot, diffusant sa rage dans tous les coins de la pièce. L'huissier s'est arrêté à 1 mètre de Preston. Quand il a parlé, sa voix était calme, professionnelle. Mais il était assez proche du pupitre pour que le micro la capte, l'amplifie. Je sais exactement qui vous êtes, monsieur Miller. Il a mis la main dans sa veste. Preston a tressailli. Mais ce qui en est sorti n'était qu'une enveloppe juridique. Du papier couleur crème, un sceau officiel, visible même d'où j'étais. Je représente Oakroot Holdings. Le visage de Preston est passé de la colère à la confusion. Oakroot quoi? On vous signifie un avis d'expulsion immédiate. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Je les ai vus s'enregistrer à travers la pièce, j'ai vu la façon dont les têtes se tournaient, les bouches s'entrouvraient légèrement. L'huissier a continué,
et chaque mot était un coup de marteau. Pour 125 000 € de loyers impayés. Le nombre a résonné, 125 000 €. 6 chiffres. Le genre de dette qui détruit les réputations. Derrière Preston, ma photo boueuse était toujours projetée sur l'écran, de lilas couverte de vases, riant. Mais le contexte avait changé. Complètement inversé. Parce que la fille boueuse détenait leur dette à 6 chiffres. Le visage de Preston a perdu toute couleur, toute cette colère vertueuse se dissipant en autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Les Vanderbilt se sont levés. Tous les deux, se déplaçant de manière synchronisée. Ils ont posé leurs serviettes sur la table avec des mouvements précis et délibérés. Puis ils se sont dirigés vers la sortie, sans un mot. Pas en courant, la vieille fortune ne court pas, mais ils partaient, évitant la contamination de ce scandale. D'autres investisseurs ont suivi. J'ai regardé le suicide social se produire en temps réel, exactement comme Silas l'avait prédit, la chose que Preston craignait le plus, se manifestant juste devant lui. C'est un malentendu, a balbutié Preston dans le micro. Sa voix avait perdu tout son vernis. Il y a eu une sorte d'erreur. La voix de l'huissier a coupé ses protestations. Votre bail est résilié avec effet immédiat pour non-paiement chronique. Vous avez 48 heures pour retirer vos effets personnels. Les talons de Geneviève ont claqué sur le sol. Elle se précipitait vers la scène, sa robe bruissant autour de ses jambes. Qui possède Oakroot ? J'exige de savoir. Mais l'huissier n'avait pas terminé. La propriété légale a été transférée à Oakroot Holdings il y a 6 mois. Toute la correspondance concernant la dette a été envoyée à votre avocat attitré. Preston a attrapé les papiers. Ses mains tremblaient si fort que l'enveloppe s'est froissée. Il a fixé les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. J'ai commencé à marcher. Pas en me pressant. Juste des pas réguliers vers la scène. La foule s'est écartée pour moi sans qu'on le lui demande. Leur visage avait changé. Ils ne regardaient plus la fille boueuse. Ils voyaient quelqu'un de complètement différent. J'ai atteint le pied de la scène. Je me suis arrêté là. J'ai levé les yeux. Les yeux de Preston ont croisé les miens. J'ai regardé la prise de conscience se faire jour sur son visage, j'ai vu le moment exact où il a compris. Son murmure a à peine porté, même avec le micro. Toi. Je ne me suis pas excusé. Je n'ai pas expliqué, ni justifié, ni trouvé d'excuses. J'ai juste soutenu son regard pendant 3 longues secondes. Je l'ai laissé voir tout ce qu'il avait manqué. Tout ce qu'il avait méprisé. Puis j'ai tourné les talons. La robe noire a tourbillonné autour de mes jambes, et mes bottes de travail usées ont été visibles un instant. Les bottes que j'avais portées exprès. Les bottes pour lesquelles je ne me suis jamais excusé. Silas m'a rejointe alors que je me dirigeais vers la sortie. Sa main a touché mon dos brièvement. Stable. Solidaire. À la porte, j'ai fait une pause. Je me suis retourné pour faire face à la salle. Les investisseurs étaient figés, regardant. Preston s'était effondré sur une chaise. Merrick se tenait à côté de lui, l'air perdu. La bouche de Geneviève était ouverte, à mi-cri. Ma voix a porté à travers la salle silencieuse sans avoir besoin d'un micro, clair, calme, final. Le bail a toujours été clair. Je ne suis pas votre fille en ce moment. J'ai laissé le silence s'étirer, j'ai laissé tout le monde entendre ce qui allait suivre. Je suis votre propriétaire. Puis je suis sorti. Derrière moi, le cri de Geneviève s'est enfin libéré. Le son de quelqu'un regardant son monde s'effondrer. Les ruines de leur ego éparpillées sur ce sol poli, comme du verre brisé. La porte s'est refermée derrière nous. Silas et moi sommes sortis dans l'air frais de la nuit. Je n'ai pas regardé en arrière. 9 heures le lendemain matin, et la Mercedes de Geneviève s'est arrêtée devant Verdant Horizon, comme si elle possédait encore le monde. Mais elle portait des chaussures plates, pas les loups-boutins qu'elle avait la veille. Des chaussures plates. Je l'ai remarqué de l'intérieur de la serre, les mains profondément dans le terreau, en train de rempoter un érable japonais qui n'avait pas besoin de mon attention à ce moment-là, mais qui me donnait quelque chose sur quoi me concentrer, en dehors du claquement de la portière de la voiture. Hank l'a intercepté à l'entrée. J'ai entendu sa voix à travers les fenêtres ouvertes, plate et professionnelle. La patronne ne reçoit pas de visiteurs. J'ai besoin de parler à ma fille. La voix de Geneviève s'est brisée sur le mot fille.
Son maquillage était maculé. Elle portait la robe de la veille, froissée sur le corsage. J'ai posé mon sécateur et j'ai essuyé mes mains sur mon jean. Je me suis avancé sur le seuil, là où elle pouvait me voir. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Ses yeux étaient rouges. « Nous sommes une famille. » Je n'ai pas levé les yeux de la branche que j'examinais. Une famille n'humilie pas publiquement une famille. Le sécateur a fait un bruit sec, précis. Une petite branche est tombée sur l'établi. Ton père est dévasté. Elle s'est approchée. Anka légèrement bougé, lui barrant subtilement le chemin. Méric ne parle à personne. Comment peux-tu nous faire ça? Coupe. Une autre branche. Je façonnais l'érable en quelque chose de beau, quelque chose qui mettrait des années à arriver à pleine maturité. Patience et discipline. Nous t'avons élevé mieux que ça. Celle-là m'a presque atteinte. Presque. Mais j'ai déjà entendu cette chanson. La culpabilité, la manipulation, la supposition que je leur devais quelque chose au-delà des 125 000 € qu'ils n'avaient jamais payés. J'ai posé le sécateur, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon, j'ai pris dans ma poche arrière une carte de visite, les bords déjà usés de l'avoir transportée depuis la veille, sachant qu'elle viendrait. Je me suis approché de la porte et je la lui ai tendue. Avocat spécialisé en faillite. Local. Bonne réputation. Le bail était clair, Geneviève. Je ne l'ai pas appelée mère. Les conditions de paiement étaient généreuses. 6 mois de paiement manqués. Nous pensions que tu comprendrais. Je ne suis pas votre fille en ce moment. Les mots avaient un goût propre dans ma bouche. Vrai. Je suis votre propriétaire. Elle m'a regardé. Sa main tremblait en tenant la carte. Et vous êtes en violation de propriété. Elle s'est retournée et est partie sans un autre mot. Et je suis resté seul, pensant à la façon dont je ne laisserai plus jamais personne détruire ce que j'ai bâti. 3 mois plus tard, j'étais sur le balcon, à regarder des ouvriers démonter l'enseigne Miller Art Gallery. Le métal a raclé contre la brique, et je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas d'amertume. Juste le soleil du matin, chaud sur mes épaules, et le poids de mon propre bâtiment sous mes bottes. Siège de Verdun Horizon. Sarah a lu la nouvelle enseigne alors que les ouvriers la hissaient. Je n'aurais jamais pensé que nous aurions des bureaux avec une vue. Hank nous a rejoints, un café à la main. Il m'a tendu une tasse sans me demander si j'en voulais une. Il savait que oui. Patronne. Le bonsaï à 8 000 € était parfait à la fenêtre. J'ai jeté un regard en arrière, à travers la vitre. Le genévrier trônait dans le bureau principal, éclairé par le soleil levant, chaque aiguille visible. 5 ans de travail, un gagnant de concours, enfin exposé là où les gens pouvaient le voir, là où il méritait d'être vu. Il mérite d'être vu, ai-je dit. Silas est arrivé avec son portefeuille en cuir, c'est pas résonnant dans le nouvel espace. Preston et Geneviève ont signé l'accord ce matin. Méric a déménagé à Boston. Pas d'adresse de suivi. J'ai hoché la tête et j'ai pris une gorgée de café. L'information est tombée sans poids. Ils étaient partis. Et j'étais toujours là. Et c'était assez. Les murs du bureau, derrière moi, portaient maintenant des photographies, des paysages achevés, des clients heureux debout dans des jardins que j'avais conçus de mes propres mains. Pas de photos de famille. L'équipe de la boue. Silas. Les gens qui m'ont choisi. C'était une famille suffisante. Les affaires prospéraient. 3 nouveaux contrats commerciaux signés la semaine dernière. Après le départ de Silas et le retour de l'équipe au travail, je suis resté seul sur le balcon, au coucher du soleil. J'ai regardé mes bottes, encore poussiéreuses de la visite de chantier de ce matin, encore couvertes de terre honnête. Je me suis souvenu de la blague de Preston sur le diaporama, ne font que creuser des trous. Le sourire est venu, sans amertume. Ces trous sont devenus des jardins. Cette boue a bâti tout ceci. Derrière moi, le bonsaï captait la dernière lumière à travers la fenêtre. Son ombre tombait sur mes épaules comme des ailes se déployant, sombre et certaine. J'ai reconquis mon jardin, ai-je murmuré. Mon téléphone a vibré. Une nouvelle demande de client. J'ai répondu sans hésitation. Verdun Horizon. Delila Miller à l'appareil. Mon nom. Sans excuse. Sans honte. Simplement le mien. Le bâtiment brillait dans le crépuscule autour de moi.
Le même balcon où il s'était tenu, riant, se moquant de la fille boueuse. Maintenant, à moi. Ouvertement. Légalement. Complètement.